Aujourd'hui, nous rencontrons Karine Soares qui vient nous parler de romans historiques, plus spécifiquement de livres de Lucie Maud Montgomery que tout le monde connaît pour la série Anne de la série là, au pignon vert. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit le dire. Bonjour, oui, Karine. Bonjour Micheline. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit la présenter? Ben là, à l'origine, là, c'est Anne de la Maison Pignon Vert, mais là, aujourd'hui, on le voit là, dans la série télévisée, Anne avec un E. Bon, je veux dire, c'est une traduction, là. Oui. Je pense que le plus important, c'est le contenu, pas nécessairement le contenant, là. Mais principalement, c'est l'auteur qui est intéressante derrière la série. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, on connaît la série, oui. mais l'auteur, si quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, qu'est-ce qu'elle a fait, je ne serais pas capable de répondre. Je sais pas. C'est ça, on s'en parlait tout à l'heure. Elle a écrit de son vivant. Elle a publié 20 romans, plus de 500 nouvelles, son autobiographie, puis un recueil de poèmes. Elle n'a pas pris de chance, elle a écrit son autobiographie elle-même. Elle-même, exactement. Mais, tu sais, c'est une femme, tu sais, c'est un auteur prolifique, puis c'est vraiment un classique de la littérature canadienne. Puis, je dois dire que les traductions sont excellentes aussi. Moi, j'ai ça, écoute, depuis que je suis adolescente, puis j'ai toujours gardé ces livres-là précieusement. Dans ma collection là, de, tu sais, potouche, comme je dis. OK. Puis dans la série Anne, etc., là, est-ce qu'il y en a plusieurs de livres de publiés? Oui, bien, la série Anne, il y a les deux. En fait, c'est divisé par époque. Parce que le premier Anne, la Maison Pignon Vert, a été publié en 1907, je crois, puis les autres, plus de 15 ou 20 ans plus tard. Oh mon Dieu! Donc, les deux premiers romans, c'est vraiment l'enfance et l'adolescence de Anne. Oui. Avec un E, n'oublions pas. Et par la suite, bon, ben, elle va étudier. Oui. C'est une femme instruite. OK. Bon, bien entendu, elle va se marier. OK. Et elle va avoir des enfants. Et on retrouve, c'est vraiment là, tu sais, je veux dire, c'est des étapes, c'est comme 2 livres par étape. Par étape, okay. là. Elle va avoir des enfants, elle va fonder une famille. On va suivre ces enfants-là aussi à travers, tu sais, une vie, mais à travers une enfance et une adolescence qui va nous mener à la Première Guerre mondiale. Et là, on a une vision de l'intérieur de l'époque, mais de la guerre telle qu'elle était vécue par les Canadiens, là, et les familles qui avaient des enfants au front. OK. Puis la vision de Lucie Maud Montgomery, c'est une vision qui part de l'enfance. Donc, c'est toujours sans préjugés. On dit que les enfants parlent avec leur cœur, qu'ils n'ont pas de filtre ou quoi que ce soit. L'idée toute faite d'avance, c'est ça? Exactement. Ça, puis c'est un peu une littérature sans filtre aussi. Okay. Donc, il y a un paquet d'anecdotes qui étaient vécues par les enfants à l'époque, mais on voit aussi tous les travers de l'être humain, puis des difficultés, tu sais, du carcan social. Donc, c'est vraiment je dirais à la limite que ça nous amène dans une époque historique, oui, qui est une époque, qui est au début des années 1900, dans un milieu presbytérien, rural aussi, rural, très conservateur, agricole, puis où les enfants avaient à suivre des règles, à écouter, à obéir, mais où on se rend compte que, dans le fond, tu sais, la vie de l'enfant, au travers de ces règles, etc., nous fait voir un paquet d'affaires qu'on n'aurait pas remarquées. OK. Moi, j'ai trouvé que c'est une littérature de l'imaginaire, de l'enfance, de l'ouverture de l'esprit. Ça nous montre la liberté de penser de Lucie Maud Montgomery. Et il faut comprendre, là, une fois qu'on a lu sa biographie, on comprend que c'est un peu autobiographique aussi, la série Anne. Tu sais. OK. Puis, tantôt, tu as dit Anne avec un E. Oui. Est-ce que ça a une importance particulière? Ben oui, mais ça a une importance ça campe le roman. Donc, je ne veux pas vraiment le dire parce que ça campe le roman dès le départ. Et c'est justement une façon qu'elle a d'affirmer son indépendance. Ah, OK. Parce que Anne, en anglais, c'est A-N-N. Oui. Mais elle dit, moi, je veux Anne avec un E parce que. Okay. C'est toutes des petites affaires comme ça qui font en sorte que, Anne, elle est une personne libre, elle est une personne qui a une vie
qui est en dehors des autonome, carcans habituels, puis même Lucy Maud Montgomery a une vie comme ça, là, justement. Là. Puis c'est un petit peu là où... Petite curiosité, je ne sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Dans la parution des livres en anglais, est-ce que Anne était avec un E? Oui. Ah oui? Oui. OK. Oui, exactement. OK. Donc, c'est pour ça que ça campe le roman aussi. Puis Ça montre qu'elle tient à une certaine différence aussi. Voilà. Tout à fait, d'une différence, puis à s'affirmer aussi. Oui. Comme à se présenter qu'elle n'est pas comme les autres, là, dans le fond. Elle veut oui, pas... en quelque part, exactement. D'affirmer sa liberté, son détachement, son indépendance, oui. Oui. Quelque part. Donc, c'est ça, l'auteur est né en 1974, quand même, là. Et elle a été très jeune orpheline de mère. As-tu dit 1960? J'ai-tu dit 1900? C'est 1874, à mon âge. Donc, elle est née en 1874, puis sa mère est morte, l'auteur avait environ 20 mois. Et son père l'a placée chez ses grands-parents. Il a continué de voir sa fille, mais il s'est pas c'est pas lui qui s'en occupait. Non. Puis elle a été donc confiée à ses grands-parents maternels, mais lorsque Lucy Maud a eu 7 ans, son père est parti pour la Saskatchewan. Fait que là, elle a vraiment perdu contact avec son père jusqu'au début de l'âge adulte. Elle a eu une enfance très solitaire, en s'inventant des amis imaginaires, un monde imaginaire. Et ça, c'est très présent dans l'œuvre. Là. Okay. Puis, c'était pour faire face donc à sa solitude. Puis, elle va le reconnaître plus tard. Elle va dire que son enfance très solitaire lui a permis de développer sa créativité. Puis, ça paraît. Je veux dire, moi, on rit, on pleure, on est fâché, on passe par toute la gamme des émotions quand on lit l'œuvre. Elle est autour de 25 ans, elle est allée rejoindre son père en Saskatchewan, puis c'est là qu'elle a publié pour la première fois un poème qui a été publié dans un journal local. Là. OK. Mais, tu sais, ça lui a vraiment ouvert ses horizons littéraires, là, si je peux dire ainsi. Et puis, elle a poursuivi aussi. Elle a étudié. C'est une femme instruite. Donc, elle a obtenu son brevet d'enseignement, puis par la suite, elle a étudié la littérature à l'Université de Dalhousie, en Nouvelle-Écosse. Je pense que oui. À Halifax, Nouvelle-Écosse. Elle a travaillé comme enseignante. Elle a détesté ça. Ah bon? Ça, c'est différent, par contre, parce qu'on voit que dans la série Anne aime enseigner. Mais le métier d'enseignante lui permettait d'écrire. Et là, ça a été vraiment, là, donc on parle du milieu de sa vingtaine, une époque où elle était très prolifique là, en termes de nouvelles. OK. Donc, entre 1897 et 1907, là, avant qu'elle publie la série Anne, elle aurait déjà publié une centaine de nouvelles. Elle publiait ces nouvelles-là dans les journaux? C'était dans les journaux locaux à l'époque, oui. Ce que j'ai trouvé assez particulier puis qui démontre son esprit libre et indépendant, c'est qu'elle est, je ne sais pas, cuisse légère, je ne sais pas trop comment dire ça. Elle a plusieurs prétendants. Elle a reçu une éducation très stricte, presbytérienne très stricte, mais elle a de nombreux prétendants. Elle les invite dans sa chambre, bien qu'elle soit fiancée. Et, tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas commun pour l'époque. Ouais, oui. Non. Et c'est curieux parce qu'elle va dire, autour de 1900, qu'elle est consciente que le mariage, c'est un choix nécessaire pour une femme au Canada. Moi, c'était un peu l'idée de l'époque, probablement aussi. Peut-être pas la sienne, tout à fait, mais c'était un peu l'idée de l'époque. Oui, puis je veux dire, elle va finir par se marier, effectivement, à un pasteur. Ah, mon Dieu! Oui. Puis c'est un petit peu le paradoxe de son œuvre. C'est sûr que la religion, les pasteurs, etc., sont très présents dans la série, mais elle est mariée à un pasteur, elle qui a un esprit libre, indépendant, puis ouvert. Puis on s'attend pour un pasteur à de la rigueur, puis de la... C'est en plein ça qui arrive. Et, tu sais, on dirait qu'elle essaie de sortir du carcan. Puis elle voudrait être dedans. Mais elle n'est pas capable. Donc, elle mentionne d'ailleurs à un moment donné là, que
elle n'a pas eu le choix, dans le fond, finalement, de se marier, mais elle a attendu assez tard. Hein? Elle a attendu le décès de sa grand-mère maternelle, et là, elle était seule au monde. Oui. Donc là, elle a dû se marier. Elle s'est mariée donc en 1911. Après Anne la Maison Pignon Vert, qui a été publiée en 1907, elle était déjà populaire, connue. famous. Oui, et donc, elle se marie à un McDonald's et il déménage en Ontario. Elle quitte son île. Ils auront 3 enfants. Il y en a 2 qui ont survécu. C'est une femme qui a vécu la dépression toute sa vie. Mais qui a fait bonne figure, hein? À l'époque, on devait faire bonne figure. Le paraître. Et son mari aussi avait des troubles mentaux importants. Bon, d'où ça allait pas bien? Ça allait pas bien à la shop. Mais ce que j'ai trouvé intéressant d'amener cette série-là, en plus, aujourd'hui, c'est que Lucy Maud Montgomery, c'est une survivante de la pandémie de grippe espagnole. Ah bon? Ouais. Donc, elle a vécu la pandémie aussi. Elle a eu la grippe? Elle a eu la grippe espagnole. Elle a rasé et passé. On n'en parle pas du tout dans la série. Moi, ça m'a surpris. Mais dans ses livres, est-ce qu'elle en parle? Non plus? Non, du tout. Quand tu dis série, je pensais à la série télévisée. Ben, la série de livres ou l'œuvre. Elle n'en parle pas beaucoup, mais elle y a survécu là, vraiment de justesse. Je trouve ça particulier d'amener cette œuvre-là puis de parler de l'auteur alors que nous-mêmes, 100 ans plus tard, on est dans un climat un peu semblable. Une autre chose que j'ai trouvé fascinant là, sur l'auteur, c'est que de son vivant, elle vendait beaucoup de livres, là, mais c'est l'auteure canadienne qui a connu le plus de succès de tous les temps. C'est de tous les temps. De tous les temps de l'histoire des auteurs canadiens. Mais à l'époque, là, tu sais, ses livres, elle n'a jamais été vraiment reconnue en tant que telle. Là. Elle a souvent été ignorée par les critiques parce que, tu sais, je veux dire, on voit une romancière légère. Ben oui, tu sais, je veux dire. Les auteurs sérieux étaient des hommes à l'époque. Tu sais. Oui, puis c'était pas la vie des gens, là, c'était plus à un niveau qu'ils pensaient plus élevé, là. C'est ça, un certain snobisme littéraire. Mais bon, hein, on voit ce que ça donne 100 ans plus tard, tu sais. C'est vraiment à partir de 1934 là, que sa vie a commencé à prendre un tournant un peu moins jojo. Là. En 1934, son mari a été interné pour troubles mentaux. Puis par la suite, il a vraiment développé des troubles très sévères. Il l'accusait de vouloir l'empoisonner. Il y avait des périodes de passivité où il était catatonique. Et s'il n'était pas figé, ben il l'abattait. Oh mon Dieu! Donc, je veux dire, elle l'a pas eu facile. Puis, bien entendu, elle disait que l'écriture l'aidait à garder le moral. Mais c'est sûr que pour sa dépression, elle a pris beaucoup de médicaments puis elle est devenue dépendante au barbiturique. Ah bon? Hein? Alors, c'est une auteure junkie. Mais elle a été retrouvée morte en 1942. On a dit sur le certificat de décès que c'était une thrombose coronaire, mais la petite fille de l'auteur indique que c'est probablement une overdose de médicaments qui a remporté sa grand-mère, c'est ça. Donc, 20 romans, 500 nouvelles, une autobiographie, un recueil de poèmes et elle a été la première femme canadienne à joindre les membres de la Royal Society of Art de Grande-Bretagne en 1923. Qu'est-ce que c'est, cette société-là? Ça, je veux dire, c'est une société littéraire. Ah, OK. Mais je veux dire, j'ai pas fouillé plus... Non, mais c'était réservé aux hommes, probablement, j'ai pas fouillé plus qu'il faut. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de prix puis de reconnaissance qu'elle a eu de son vivant. Oui, ce qui est rare, hein, c'est rare, vrai. Exactement. Oui. Elle a été nommée parmi les 12 plus grandes Canadiennes par le Toronto Star en 1924. Elle a reçu l'ordre de l'Empire britannique, puis elle a été nommée à l'Institut littéraire de France en 1935. Puis tout de suite après son décès en 1943, elle a été désignée personne d'importance historique nationale par le gouvernement canadien. Fait que c'est beaucoup d'honneur, c'est beaucoup de titres. Oui, puis c'est vraiment une auteure. Moi je vous dirais que c'est pas une lecture où on va se casser le pompon. C'est une lecture facile, légère, mais qui va apporter de la bonne humeur, de l'apaisement, de la sérénité. Puis je pense qu'on a tellement besoin ces temps-ci. Là. Oui. Et puis c'est ça. C'est vraiment moi, de mes coups de cœur là, que je range dans la bibliothèque, là, dans les... Ne touchez pas. Touche pas à ça, c'est important, c'est ça. Et que j'espère, tu sais, que ma
pas ma progéniture, mais ma descendance, tiens donc, pourra... aura le même soin. Oui, de cet auteur, puis le même attachement là, à cet auteur. Petite question, la série d'Anne, il y a combien de volumes? 1, 2, 3, C'est 4, 5, ici? 6, 7, 8 pour la série Anne. OK. Mais j'en ai ramené 2, là, des recueils de nouvelles. Moi, je les aime bien, les recueils de nouvelles, parce qu'il y a toujours un fil conducteur, tu sais. Entre les nouvelles? Oui, pas nécessairement entre les nouvelles, mais dans le cadre. Donc, les nouvelles vont se passer dans un lieu X, dans un village, où est-ce que les personnages vont s'entrecroiser dans les nouvelles. Donc, il y a comme un fil conducteur. Ça veut dire que d'une nouvelle à l'autre, tu vas voir des personnages qui sont les mêmes? Exactement. Ah, OK. Donc, puis c'est anecdotique. Donc, souvent, bien entendu, soit qu'on pleure, soit qu'on rit, soit qu'on est fâché, mais il y a un bel environnement qui est créé dans un recueil de nouvelles. Ça, c'est intéressant. Peux-tu mentionner les titres de ces... Bien là, je les vois pas. Moi, j'en ai pas beaucoup des recueils de nouvelles, mais j'en ai ici, là. J'en ai pas lu beaucoup. Je pense que elle a la série, là, Émilie de la Nouvelle Lune, qui est... ça, c'est des romans, mais dans les nouvelles, on a The Story Girl, qui est en anglais. Je les ai juste en anglais, là, les recueils de nouvelles. Ici, il y a Chronique d'Avonlea. Puis, Sur le rivage. Exactement, sur le rivage. Les deux, ce sont des recueils de nouvelles? Oui. À part la série Anne, tu disais qu'elle avait écrit une vingtaine Émilie de la Nouvelle Lune, qui est une... un livre ou une série, ça aussi? C'est 3 ou 4 volumes. Okay. Puis c'est toujours dans un même environnement là, similaire. C'est des personnages qui vont changer, mais l'environnement est quand même similaire. Là. OK. Ouais. Donc, c'est un auteur que tu as adoré et que tu recommandes? Bien sûr. Oh, oui. Puis c'est un auteur, c'est drôle ici parce que c'est dans le milieu francophone, c'est pas un auteur qu'on connaît, à part de sa série, là. Si on fait abstraction de la série télévisée, on ne la connaît pas comme écrivaine, de romans. Là. Mais c'est curieux parce que, ben en fait, moi, je vais te dire, là, à l'adolescence, quand ces volumes-là s'envolaient comme des petits pains chauds. Ah oui? Oui, fait que là, je parle quand même de... mettons... Quelques années. Mais depuis, effectivement, il y a eu comme je dirais, là, depuis les 20 dernières années, on n'a pas beaucoup entendu parler. Récemment, la série est revenue sur nos écrans. Là, ça redonne un air d'aller, oui. Mais, tu sais, c'est encore disponible, c'est encore publié, parce que c'est vraiment un classique. Donc, je me dis, pourquoi, tu sais, ne pas peut-être recréer cet engouement-là envers les romans? Parce que la série... est bien faite, mais c'est jamais meilleur qu'un livre. Le livre, en tout cas, personnellement, c'est mon avis, peu importe le livre ou... c'est-à-dire la série ou le film, le livre est toujours supérieur, là, parce que le livre est plus détaillé. Tu t'imagines les personnages, tu n'es pas lié aux acteurs. Non. Tu t'imagines les endroits, tu n'es pas lié au décor qu'on va te montrer. C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Moi aussi, je préfère toujours le livre à la série ou au film. C'est toujours plus intéressant. C'est une écriture, mais tellement... charmante, tellement bien faite. Puis quand tant en anglais qu'en français. Quand ils ont fait la série télévisée, ils se sont inspirés de ces livres probablement, mais ils ont peut-être été plus loin aussi, là, ça peut arriver. Moi, je n'ai pas écouté beaucoup cette série-là, non. J'ai pas écouté la série Anne avec un E là, qui est sortie dans les dernières années. Moi, quand j'étais adolescente, c'était la série Anne, la Maison Pignon Vert avec Megan Follow, qui est une actrice canadienne. Et ça prend une actrice rousse parce que Anne est rousse. Oui, c'est vrai. Et je te dirais que le souvenir que j'en ai, c'était des films, mais c'était relativement fidèle au roman. C'est sûr qu'on va jamais aussi. Oui, mais des fois, d'être déjà pas mal fidèle aux intrigues, c'est à cause souvent dans une série ou un film, il va manquer des intrigues secondaires qu'ils ne prendront pas la peine d'insérer dans la série. C'est les anecdotes, moi, je trouve. C'est plein d'anecdotes, de faits là, qui se passent. C'est des aberrations, tu sais, je veux dire, on peut pas manger de poisson le vendredi. Pourquoi on peut pas manger de poisson le vendredi? Parce que c'est le même, probablement. Je sais pas, tu sais, mais c'est des anecdotes liées à des règles sociales.
sais, je veux dire, il y a une petite anecdote, justement. Moi, celle-là m'avait fait tellement rire. C'est que la mère adoptive de Anne garde un petit flacon de sirop d'alcool, là, tu sais, pour soigner les grands malades, là. OK. C'est de l'alcool de cerise. Et puis, Anne, à un moment donné, elle décide de faire le thé avec son amie. Puis, au lieu de prendre du sirop de fraise, mettons, elle prend l'alcool de Ah cerise, bon? puis elle saoule sa petite copine. Puis là, ça crée toute une affaire, là. Mondou, tu sais, je veux dire, la mère adoptive, c'est une mauvaise mère. Elle a de l'alcool chez eux. On est dans le temps de la prohibition. Prohibition, tu sais, c'est ça, OK. Alors, c'est des anecdotes comme ça, là, tu sais, je veux dire, Ouais, être toujours dans des situations où, tu sais, on réalise l'aberration là, qu'on vit socialement. Oui, puis c'est probablement des petites affaires que quand tu fais le résumé d'un livre, tu le dis pas, ça. Non. Tu le vois en le non. lisant. C'est Voilà. ça qui est intéressant. Exactement. Bon, mais en tout cas, tu nous as donné beaucoup le goût de la lire. Hein? Oui. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci. Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, le titre, c'est La dalle des morts de Daniel Lessard. Vous avez peut-être déjà lu des livres de Daniel Lessard. Il a écrit une trilogie qui s'appelait Maggie. Il y avait Maggie, La Revenante et Le destin de Maggie. Il a écrit aussi une série un petit peu policière, Le Puits. C'est un ancien journaliste. Il a fini sa carrière à Radio-Canada. On le voyait sur la colline parlementaire. Il faisait ses commentaires sur la politique. C'est un individu qui est né dans la Beauce, plus précisément à Saint-Benjamin. Donc, quand il raconte ses histoires, ce sont des histoires qui se passent dans la région. Déjà, ça nous donne un certain intérêt. Celui-là, La dalle des morts, il nous replonge à l'époque de la Grande Noirceur où les curés avaient la mainmise sur tout et ils étaient presque, en tout cas pas tous, là, mais celui-là, des dictateurs. Ça se passe à Saint-Léon de Standen, dans Dorchester. Et le curé, d'abord, c'est savoureux, tous les noms, là, je ne vous les donnerai pas, là, mais tous les noms des individus, c'est des vieux noms. C'est même drôle de voir les noms. Le curé s'appelle Alire Véro. Et il est pas mal détestable. Mais au début, on ne le sait pas. Au début, il décide de changer le cimetière d'endroit parce qu'il dit que le cimetière près de l'église est plein, donc il choisit un autre terrain. Et là, il y a quelqu'un qui est enterré là. Et les résidents du village ne sont pas d'accord parce que c'est un endroit où l'eau se ramasse, il y a beaucoup d'eau. Ça fait qu'ils disent qu'ils ne veulent pas être enterrés dans l'eau. Et puis, il y a quelqu'un qui est là, il y a un unique décédé qui a été enterré là. Et une nuit, des individus vont le déterrer et l'amener dans ce qu'ils appellent eux autres le vieux cimetière. Là, ça fait des vagues. Là, le curé est enragé, là, ben noir. Dans le sermon, il les nomme presque, parce qu'au commencement, ils ne sont pas certains que c'est de qui il s'agit. Celui qui a fait ça, il s'appelle Gonzague Nadeau. Il est accompagné de quelques individus et sa fille est avec lui pour essayer de le dissuader, même si ça ne fonctionne pas. Et puis là, il se forme deux clans dans le village. Un clan pour le curé et un clan contre le curé. Puis là, le curé va très loin. Il va en chair, il va jusqu'à les menacer d'excommunication, ce qui, à l'époque, pour des gens très catholiques, était extrêmement grave. Ça voulait dire que tu ne pouvais plus aller à l'église, tu ne pouvais plus communier, tu étais rejeté des autres, en tout cas. Et puis, il y a une petite intrigue amoureuse en arrière de ça. Le fils du président de la commission scolaire qui se fait destituer, qui se présente à la mairie, en tout cas, il y a toute une histoire. Son fils est amoureux de la fille de Gonzague qui l'a accompagné au cimetière. Donc, vous voyez l'intrigue en arrière. Et puis, les deux adultes, les deux hommes qui sont chacun dans leur clan opposé, sont vraiment entêtés et ils ne veulent absolument pas céder. Et
le curé, à Lyre-Véro, a déjà eu des problèmes dans d'autres municipalités. Mais eux autres ne le savaient pas. À un moment donné, ils l'apprennent graduellement et ils essaient de contacter le cardinal Villeneuve. Vous voyez à quelle époque ça se situe, là, un peu avant la Deuxième Guerre. Et puis, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Puis, le curé, par ses sermons, puis par ses prêches tout le temps, par ses colères, rebute tout le monde tranquillement. Le bedeau, qui lui aide bien des fois, ne parle pas trop, même s'il est contre bien des décisions. Le médecin du village, le docteur, lui aussi, se fait un devoir de ne pas parler, mais tranquillement, il se met de plus en plus à dos les gens du village. Donc, toutes les occasions pour lui sont bonnes pour essayer d'isoler Gonzague et son groupe. Il refuse de les confesser, il refuse de marier les enfants qui veulent se marier, il refuse de faire des funérailles pour les gens qui sont dans le clan de Gonzague. En tout cas, ça se perpétue comme ça tout le temps. Ça devient une situation extrêmement tendue et extrêmement difficile. Et de plus, le fils il s'appelait Dorilas Gagnon, là, et qui était amoureux de la fille de Gonzague, part à la guerre, part en Angleterre. Donc tout ça, là, la trame de fond de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est là aussi. C'est un livre extrêmement intéressant. Je termine en vous disant, pour rêver, il ne faut pas fermer les yeux, il faut lire. Merci, à la prochaine.